Mon père a choisi sa nouvelle femme. Laissez-la traiter mes enfants de fardeau tout en vivant dans la maison à 300 000 $ que j'ai payé. Alors, je leur ai donné une leçon qu'ils n'oublieront jamais. J'ai 32 ans, je suis un homme, un père célibataire avec 2 enfants géniaux, ma fille Clara, 9 ans, et mon petit gars Jack, 6 ans. Je fais ça en solo depuis environ 3 ans, depuis que mon ex nous a laissé tomber. Je ne vais pas mentir, ça a été un véritable enfer par moments, mais nous avons trouvé un bon système maintenant. Je me tue au travail au bureau pour pouvoir être pleinement présent quand je suis à la maison avec eux. On s'en sortait sacrément bien. Pas parfait, mais solide. Puis le mois dernier est arrivé, et tout a tourné au chaos absolu. Ça a commencé par cette douleur étrange sur le côté pendant que je préparais le dîner. Ce n'était pas terrible, juste assez agaçant pour que je prenne quelques Advil et que je l'ignore. À 3 heures du matin, j'étais recroquevillé sur le sol de la salle de bain, transpirant à grosses gouttes. La douleur était comme si quelqu'un me poignardait à plusieurs reprises avec un couteau chauffé à blanc. Je savais que quelque chose n'allait vraiment pas, mais je n'arrêtais pas de penser, ça va passer. Ça doit passer. Je dois m'occuper des enfants le matin. Quand je ne pouvais même plus me tenir droit à 6 heures du matin, j'ai dû me rendre à l'évidence. J'ai appelé ma voisine pour qu'elle surveille les enfants pendant que je courais aux urgences vite fait, et j'y suis allé en voiture. Le médecin m'a jeté un coup d'œil, et son visage a changé. Vous avez besoin d'une chirurgie d'urgence. Maintenant. Votre appendice est sur le point de se rompre, si ce n'est pas déjà fait. On me préparait pour le transport à l'hôpital en quelques minutes. C'est là que la véritable panique s'est installée. Pas à propos de l'opération, mais à propos de mes enfants. Ma voisine ne pouvait pas les garder au-delà de l'après-midi, et ma babysitter habituelle était en visite chez de la famille hors de l'État. Aucun de mes amis ne pouvait les prendre sans préavis pour plusieurs jours. J'étais rapidement à court d'options, allongé sur un brancard avec une intraveineuse dans le bras et des analgésiques qui rendaient la pensée claire difficile. N'ayant plus d'autre choix, j'ai appelé ma sœur, Massie. Je détestais le faire, mais je n'avais pas le choix. Nous avons toujours eu cette relation compliquée. C'est l'enfant chéri de mon père qui ne peut rien faire de mal, surtout depuis que ma belle-mère, Karen, est entrée en scène il y a 8 ans. Vous voyez, ma mère est morte quand j'avais 19 ans. D'un cancer. Mon père s'est remarié avec Karen à peine 18 mois plus tard. J'étais encore à l'université, avec 2 emplois, tenant à peine le coup émotionnellement. Et soudain, cette étrangère redécorait la maison de ma mère et me disait comment faire mon deuil correctement. Karen avait des opinions bien arrêtées sur la façon dont un vrai homme devrait se comporter. Pleurer sur la chanson préférée de maman? Faible. Manquer des cours pour une thérapie? Une excuse de paresseux. Pendant ce temps, Massie s'est parfaitement adaptée, se liant instantanément d'amitié avec Karen autour du shopping et des réseaux sociaux. Soudain, elles étaient les meilleures amies du monde, tandis que j'étais l'intrus qui rendait les choses gênantes lors des réunions de famille. Pourtant, Massie semblait aimer mes enfants, du moins quand cela convenait à son esthétique Instagram. Elle demandait toujours à les emmener dans des endroits mignons pour des séances photos, leur achetait des tenues à la mode assorties aux siennes, et postait des messages sur le fait d'être la tante cool. C'était superficiel au possible, mais les enfants appréciaient l'attention, et je me disais qu'un peu d'amour factice valait mieux que rien. Salut, je déteste te demander ça, mais je suis dans une situation très compliquée, ai-je expliqué, essayant de paraître normal malgré le sentiment de mort imminente. J'ai besoin d'une opération d'urgence. Pourrais-tu éventuellement garder Clara et Jack pendant quelques jours? Le médecin dit que je devrais être sorti d'ici le week-end. Elle a soupiré comme si je lui avais demandé de donner un rein. Burke, j'avais des plans ce week-end, Matt. Des plans importants. Je pouvais entendre ses faux ongles taper contre l'écran de son téléphone. Massie, j'ai littéralement besoin d'une opération d'urgence. Mon appendice. Bon, peu importe, m'a-t-elle coupé. Mais tu me dois une fière chandelle. Et tu as intérêt à avoir de la nourriture à la maison parce que je ne fais pas les courses. Pas exactement la réponse compatissante que l'on espérerait. Mais quand on vous emmène en chirurgie d'urgence, on prend ce qu'on nous donne. J'ai pris des dispositions dans un brouillard de douleur. L'hôpital a appelé mon ami Dave pour qu'il aille chercher les enfants chez mes voisins et les dépose chez moi où Massie les retrouverait. J'ai laissé une note détaillée sur le comptoir de la cuisine avec tout ce dont elle aurait besoin, les médicaments pour l'allergie de Jack, le projet scolaire de Clara, le double des clés, les contacts d'urgence,
les routines du coucher, tout. L'opération elle-même s'est bien passée. Une appendicectomie standard. J'aurais dû être entré et sorti en 2 ou 3 jours, maximum. Mais j'ai ensuite attrapé une vilaine infection post-opératoire qui a fait monter ma fièvre à 40 degrés. On m'a gardé sous forte médication et isolé. J'ai à peine été conscient pendant 2 jours. Quand j'ai finalement repris assez mes esprits pour vérifier mon téléphone, j'avais quelques textos manqués des enfants que Massy avait envoyés, mais rien d'inquiétant. J'ai pensé que tout allait bien. Quand Dave est venu me chercher 5 jours plus tard, les choses sont vite devenues bizarres. Il m'a dit que Massy n'était pas chez moi, seulement mon neveu adolescent, Tyler, qui gardait les enfants. Comment ça, Tyler garde les enfants, ai-je demandé, essayant de me concentrer à travers les analgésiques encore dans mon système. Où est Massy? Dave s'est agité, mal à l'aise. Mec, je ne sais pas. Le gamin a ouvert la porte, l'air à moitié endormi, et a dit que Massy lui avait demandé de veiller sur eux pendant qu'elle s'occupait de quelque chose d'important. Mon estomac s'est noué. Depuis combien de temps est-il là? Il a dit qu'il passait après l'école, mais mec, on dirait pas qu'il reste pour la nuit. J'ai dit à Dave d'appuyer sur l'accélérateur. Chaque feu rouge me semblait une éternité. Ma maison ressemblait à une zone de guerre. Des ordures partout, de la vaisselle empilée, du courrier éparpillé partout. Les enfants étaient pires. Jake brûlait de fièvre. Clara avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Quand elle m'a vu, Clara a fondu en larmes et s'est juste accrochée à moi, malgré ma cicatrice chirurgicale. Jake était recroquevillé sur le canapé, enveloppé dans une couverture sale, les yeux vitreux et misérables. Papa, Jake a eu peur et il est tombé malade, a murmuré Clara. J'ai essayé de l'aider comme tu le fais quand on est malade. Tyler, mon neveu de 16 ans, a eu la décence d'avoir honte. Désolé, oncle Matt. Tante Massy a dit qu'elle reviendrait tout de suite, mais ensuite elle a appelé et a dit qu'elle devait aller en Floride pour un truc d'influenceur. Je suis venu après l'école, mais maman ne sait pas que j'ai été ici, donc je ne pouvais pas rester pour la nuit. J'étais encore en train de digérer cela quand Jake s'est levé brusquement du canapé et a vomi partout sur le sol. Son petit corps était brûlant. Il devait avoir au moins 39 degrés. Après l'avoir nettoyé, j'ai remarqué l'éruption sur ses bras, son allergie aux fraises. Ce gamin ne peut même pas avoir quoi que ce soit à la saveur de fraises sans avoir une éruption cutanée. Et c'était écrit tout en haut des instructions que j'avais laissées. Clara, ma petite fille de 9 ans, avait été forcée de s'occuper de Jake toute seule, grimpant sur les comptoirs pour prendre des médicaments et lui en donnant au hasard. Même le chien était déshydraté. J'ai envoyé Jake aux urgences avec Dave pendant que j'aidais Clara. Quand j'ai appelé Massy, elle faisait la fête et était totalement méprisante. Les enfants vont bien. Ils sont vivants, non? Arrête de faire ton cinéma, a-t-elle dit, se vantant d'avoir gagné des abonnés sur Instagram. Ce voyage est super important pour ma carrière. Je l'ai menacée d'appeler les services de protection de l'enfance, mais elle a juste ri. Papa ne te le pardonnerait jamais. Quelle image ça donnerait de toi? Même pas capable d'organiser une garde d'enfants correcte. Mon père a été encore pire quand je l'ai appelé. Tu exagères. Ta sœur poursuit ses rêves, a-t-il dit. Les garçons doivent s'endurcir de toute façon. Quand tu avais 6 ans, je t'apprenais déjà à tondre la pelouse. Les enfants d'aujourd'hui sont trop mous. Quand j'ai mentionné que Jake aurait pu avoir un choc anaphylactique, il a balayé ça d'un revers de main. Eh bien, ça n'est pas arrivé, n'est-ce pas? La conversation s'est terminée par une attaque contre moi. Tu as toujours été trop sensible. Pas comme ta sœur. Peut-être que si tu avais fait quelque chose de ta vie au lieu de jouer à la dinette, tu n'aurais pas besoin d'entraîner Massy vers le bas. Elle a toujours été spéciale, contrairement à certaines personnes qui n'ont même pas pu maintenir leur mariage. C'en était trop. Quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas une famille, juste des gens avec mon ADN qui sacrifieraient mes enfants pour le nombre d'abonnés de Massy. Je ne les ai pas dénoncés, mais seulement parce que mes enfants avaient déjà subi assez de traumatisme avec le désordre du divorce. Je suis devenu complètement froid, j'ai arrêté de répondre aux appels, j'ai supprimé les textos, j'ai sauté les dîners de famille. Pas de dispute, juste le silence. Je me suis entièrement concentré sur mes enfants pendant qu'ils continuaient à m'envoyer des messages culpabilisants sur les obligations familiales. Mais ce n'était que le début. Je n'avais aucune idée à quel point les choses allaient s'aggraver.
quelques semaines plus tard, Pâques approchait, un grand événement dans notre famille, où toute la famille du côté de mon père se réunissait à la maison familiale. La maison qui m'appartient, soit dit en passant. Oui, c'est un détail important. Après la mort de ma mère, j'ai acheté la maison familiale de sa succession pour que mon père puisse continuer à y vivre. Il ne pouvait pas se permettre de racheter ma moitié de l'héritage, et je ne pouvais pas supporter l'idée qu'ils doivent déménager de la maison qu'ils avaient partagée pendant 25 ans. J'ai donc pris un prêt hypothécaire à mon nom et j'ai acheté la propriété, le laissant y rester pour un loyer bien en dessous du prix du marché parce que, eh bien, c'est mon père. Mais avec le recul, il était clair que le comportement toxique de mon père avait des racines profondes. Quand maman est morte, quelque chose en lui s'est brisé de façon permanente. Au lieu de gérer son deuil, il s'est accroché à Massy comme à son ticket d'or, la fille parfaite qui réaliserait tous les rêves qu'il n'avait pas réussi à accomplir lui-même. Karen n'a fait qu'amplifier cette dynamique, me voyant comme une concurrence pour l'attention et les ressources de mon père. Au fil des ans, le ressentiment de mon père envers moi a grandi, surtout après que je sois devenu assez prospère pour acheter la maison de maman, un rappel constant que c'était moi, et non lui, qui préservait l'héritage de maman. Il ne supportait pas que son fils décevant le soutienne financièrement tandis que sa fille spéciale ne contribuait en rien. Il a donc immédiatement laissé Massy revenir s'installer temporairement après l'université. Puis Karen a commencé à redécorer, arrachant le jardin de maman pour y mettre un jacuzzi, repeignant les marques de taille sur le cadre de la porte de la cuisine où maman avait suivi ma croissance. Quand je me suis opposé, mon père a dit que j'étais coincé dans le passé et que je devais laisser Karen faire de la maison la sienne. Il ne s'agissait jamais de préserver la mémoire de maman pour lui, il s'agissait de son propre confort et de sa commodité. Et pendant 8 ans, j'avais subventionné son style de vie, les phases perpétuelles de Massy où elle se cherchait, et les caprices de redécoration de Karen. Pendant ce temps, je me défonçais au travail, élevant seul 2 enfants dans un appartement exigu parce que je ne pouvais pas me permettre une maison pour nous après avoir pris en charge l'hypothèque de la maison familiale. Quoi qu'il en soit, quelques jours avant Pâques, alors que je préparais les tenues de Pâques des enfants, mon téléphone a vibré avec un texto. « Salut, je sais que tu es toujours contrarié par ce qui s'est passé, mais nous voulons mettre ça derrière nous. Dîner de Pâques à 15h dimanche. Toute la famille sera là. Il est temps de guérir et d'aller de l'avant. » Cela m'a surpris. Pas la manipulation, c'était la norme, mais la tentative de faire amende honorable sans réellement s'excuser. Je savais ce qui se passait. Ils étaient terrifiés à l'idée que je les coupe complètement, ce qui signifierait plus de loyer en dessous du marché. Plus de sauvetage de Massy de ses désastres financiers. Plus de babysitting gratuit, comme si je leur ferais à nouveau confiance. Plus de mat le chèque en blanc. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a de nouveau vibré. « Salut Matt, c'est oncle Rob. Je prends juste de tes nouvelles et de celles des enfants. Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis un moment. L'oncle Rob a toujours été le plus authentique de la famille. Quand mon ex est parti, il a été le seul à se montrer. Il a apporté des courses, a gardé les enfants pour que je puisse régler les affaires juridiques, s'est juste assis avec moi quand j'avais besoin de ne pas être seul. Pendant que mon père me disait de me comporter en homme, Rob m'aidait à comprendre comment tresser les cheveux de Clara. Je l'ai mis au courant de ce qui s'était passé avec l'opération et Massy qui avait abandonné les enfants. Il était furieux. « Tu es sérieux? Ils ont laissé une fillette de 9 ans s'occuper d'un garçon de 6 ans pendant la nuit? Ce n'est pas juste merdique, Matt. C'est dangereux. Et ton père a défendu ça? Yep. L'enfant chéri ne peut rien faire de mal, ai-je dit. J'en ai fini avec eux, Rob. Complètement fini. Il était agacé. Est-ce qu'ils se sont au moins excusés? Ont-ils essayé de réparer les choses? J'ai ri. Ouais, ils m'ont invité au dîner de Pâques. Ils ont dit qu'il est temps de guérir et d'aller de l'avant. Aucune excuse réelle, aucune reconnaissance de leur erreur. Juste mettre ça sous le tapis et faire comme si de rien n'était. L'oncle Rob a soupiré. Classique. Tu y vas? Sûrement pas. Mes enfants ne remettront plus les pieds dans cette maison. Je ne peux pas te blâmer, mais je te préviens, ils vont faire passer ça comme si c'était toi le connard. Tu sais comment ils fonctionnent. Laisse-les faire. Je me fiche complètement de ce qu'ils pensent. J'ai répondu à mon père par texto, je ne viendrai pas. Après ce que Massy a fait à mes enfants et la façon dont tu l'as défendu, je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
La réponse est venue immédiatement. Ne sois pas si dramatique. Ta sœur a fait une erreur. Passe à autre chose. Tout le monde t'attend. Ne me mets pas dans l'embarras. J'ai ri aux éclats en lisant ça. Si prévisible. Je lui ai dit, ça n'arrivera pas. C'est là que les gants sont tombés. Il a répondu, très bien, reste à la maison alors. Personne n'a envie de supporter ton attitude de toute façon. C'est probablement mieux sans toi pour plomber l'ambiance. Aucun des parents n'a même demandé si tu venais. Personne ne se soucie de toi ou de tes stupides enfants. Le masque est tombé. Voilà qui ils étaient vraiment. J'aurais dû les couper de ma vie il y a des années. J'étais sur le point de jeter mon téléphone à travers la pièce quand un autre texto est arrivé de ma cousine, Zoé. Mec, tu ne viens vraiment pas à Pâques? Ton père dit à tout le monde que tu dois travailler, et ta sœur raconte que tu ne supportes plus d'être entouré de gens qui réussissent. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Zoé a toujours été le canal de potin de la famille, mais pour une fois, j'en étais content. Je lui ai donné la version rapide de ce qui s'était passé. Putain de merde, a-t-elle répondu par texto. C'est tordu. Mais pour ton information, ils font passer ça comme si c'était toi le connard qui laisse tomber la famille. Karen dit à tout le monde que tu es instable depuis le divorce. Laisse-les parler, ai-je répondu. Je connais la vérité. Je voulais juste que tu le saches, a ajouté Zoé. Et aussi, attention, Massy prévoit de diffuser en direct toute la fête de Pâques pour son Instagram. Elle essaie de devenir une influenceuse ou une connerie du genre, n'arrête pas de parler de sa marque et de sa création de contenu. Cela m'a donné une idée. J'ai demandé à Zoé de garder un œil sur la diffusion en direct de Massy le dimanche, juste pour voir quel genre de bêtises ils essaieraient de raconter. Elle était partante. Ils se croyaient en sécurité, pensant que je ne couperais jamais les ponts, que je ne reprendrais jamais ce qui m'appartenait. Mais la vérité, c'est que tout ce qu'ils utilisaient pour soutenir leur petit fantasme à la maison, Internet, les téléphones, le foutu câble, tout venait de moi. J'avais construit le sol sur lequel ils se tenaient, et je pouvais le retirer de sous leurs pieds quand je le voulais. Ce soir-là, j'ai prévu avec les enfants de sauter le désastre familial et d'aller voir un film à la place. Pendant qu'ils jouaient, j'ai fait quelques démarches de mon côté. J'ai appelé l'oncle Rob, je lui ai demandé s'il allait à Pâques chez mon père. Il a dit que oui. Je lui ai dit qu'il pourrait vouloir mentionner ce qui s'était réellement passé pendant que j'étais à l'hôpital, juste là, devant tout le monde. Il était curieux, alors je lui ai donné la version courte. Il disait à tout le monde que je faisais des heures supplémentaires, alors que la vérité était que mon père m'avait dit de ne pas venir parce qu'apparemment personne ne se souciait de moi ou de mes stupides enfants. Rob est resté silencieux. Ce silence particulier de sa part, c'est sa version du chargement de munitions. Ce que je lui ai dit a suffi à le rendre furieux. Je n'ai même pas mentionné la maison. Je me suis dit qu'il le découvrirait à leurs dépens. Après ça, j'ai examiné tous les comptes partagés dont il profitait. Le forfait téléphonique familial? Toujours à mon nom. Internet et le câble sans lesquels il ne pourrait pas survivre une seule soirée? Aussi à moi. La réduction d'assurance auto pour bonne étudiante de Massy? Hilarant, considérant qu'elle n'avait pas ouvert un manuel depuis une décennie. Lié à ma police. Tous leurs précieux services de streaming fonctionnant toujours sur mes cartes parce que créer les leur était apparemment de la physique nucléaire. Ils voulaient faire comme si je n'existais pas. J'étais sur le point de leur accorder ce vœu. J'ai pris note de tout annuler le lundi matin, après Pâques, après la diffusion en direct que Massy avait prévue. Je voulais que leurs craintes se réalisent. J'ai aussi commencé à fouiller dans de vieux dossiers financiers. J'ai trouvé tous les prêts que j'avais faits à Massy qui n'avaient jamais été remboursés. Les urgences qui semblaient toujours coïncider avec la vente de billets de festival. La fois où la voiture de papa est tombée en panne et où j'ai payé les réparations, pour voir Karen conduire une nouvelle voiture un mois plus tard tandis que la voiture cassée était comme par magie réparée et maintenant celle de Massy. J'avais été leur banque personnelle pendant des années, et j'avais gardé des dossiers méticuleux, une habitude de l'époque où l'argent était rare après le divorce. Plus de 15 000 $. C'était le total qu'ils m'avaient piqué au cours des 3 dernières années seulement, sans compter le loyer subventionné ou les comptes partagés. J'ai envoyé toutes ces informations à mon avocat avec une simple question, quelles sont mes options ici? Sa réponse a été immédiate. Plus que vous ne le pensez. Parlons-en lundi. Un calme étrange s'est installé en moi.
Il ne s'agissait pas de vengeance. Pas vraiment. Il s'agissait de voir enfin clair, de m'estimer assez, moi et mes enfants, pour cesser d'accepter des miettes d'affection en échange d'un soutien financier, de reconnaître que les gens qui laisseraient mes enfants seuls et en danger n'étaient en aucun cas une famille qui comptait. Et je savais que j'aurais dû faire ce geste plus tôt, mais je leur ai donné une chance, et ils ne l'ont pas saisi. Dimanche matin, Clara m'a trouvé en train de préparer le petit déjeuner et a demandé « On ne va pas chez papy pour Pâques ?» « Pas cette année, ma puce, ai-je dit. J'ai pensé qu'on pourrait essayer quelque chose de différent. Un film et ensuite le parc. » Elle a semblé réfléchie. C'est parce que tante Massie a été méchante avec nous? Les enfants voient toujours plus de choses qu'on ne le pense. En partie. Et en partie parce que je pense que nous avons besoin d'une pause de ce côté de la famille pendant un certain temps. Bien, a-t-elle dit fermement. Tante Massie a pris ma veste violette et ne me l'a jamais rendue. Et elle a forcé Jake à manger les bonbons à la fraise même si tu lui avais dit qu'il était allergique. Je me suis figé. Elle a fait quoi? Elle a dit qu'il faisait semblant d'être allergique pour attirer l'attention, qu'il voulait juste être spécial. La voix de Clara était neutre, comme si c'était un comportement parfaitement normal. J'ai essayé de l'en empêcher, mais elle a dit que je faisais mon bébé. Mon esprit s'est emballé. Massie avait délibérément donné à mon fils allergique quelque chose qui aurait pu le tuer parce qu'elle pensait qu'il faisait semblant. Je vais avoir des ennuis, a demandé Clara d'une petite voix. Je me suis immédiatement agenouillé à son niveau. Absolument pas. Tu as bien fait de me le dire. Tu n'auras jamais d'ennui pour avoir dit la vérité, surtout quand il s'agit de quelqu'un qui te fait du mal, à toi ou à ton frère. Puis elle a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. Tante Massie a dit que mamie aimait les gens qui gardaient les secrets de famille. Que les gentilles filles ne dénoncent pas les membres de leur famille. J'ai vu rouge. Ils avaient manipulé ma fille, utilisant le souvenir de ma mère décédée pour la réduire au silence. J'ai pris Clara dans mes bras, en faisant attention de garder une voix douce. Ta grand-mère ne voudrait jamais, jamais que tu gardes un secret qui te fait te sentir mal ou en danger. Jamais. Et moi non plus. Puis j'ai emmené les enfants voir ce nouveau film Pixar, puis manger une glace. Nous nous sommes éclatés, juste nous, profitant de notre temps pendant que je savais que tout était sur le point d'exploser à la maison familiale. Vers 18h, mon téléphone a commencé à exploser. D'abord, Zoé, OMG, regarde l'Instagram d'E Massie maintenant. Suivi d'une vingtaine de points d'exclamation. Puis des messages d'Alex, Denise et d'autres parents. Qu'est-ce qui se passe chez ton père? Tu as vu la diffusion en direct de Massie, mec? C'est un bordel monstre là-bas. J'ai attendu que les enfants soient au lit avant de vérifier quoi que ce soit. Quand j'ai finalement regardé mon téléphone, j'avais environ 30 messages en attente. Zoé m'avait envoyé un enregistrement d'écran de l'Instagram live de Massie. Et putain de merde, c'était glorieux. Ça a commencé assez normalement. Tout le monde bien habillé, Karen montrant ses décorations de Pâques dans ma maison, Massie jouant la fille parfaite et filmant tout pour son contenu de Pâques, mon père se comportant comme l'hôte généreux. Puis, environ 20 minutes plus tard, l'oncle Rob s'est levé, a regardé directement mon père et a dit « C'est dommage que Matt et les enfants n'aient pas pu être là. » Mais après ce qui s'est passé avec les enfants, je ne lui en veux pas de rester à l'écart. La pièce est devenue silencieuse. Mon père a ri nerveusement et a marmonné quelque chose comme « Matt a toujours été difficile, et certaines personnes ne peuvent pas laisser les choses passer. » Rob n'a pas laissé passer. Il a raconté à tout le monde exactement ce qui s'était passé. Comment Massie avait laissé mes enfants seuls. Comment ils avaient été désinvités de Pâques. Comment ils avaient menti sur la raison pour laquelle je n'étais pas là. On pouvait littéralement voir les visages des gens changer en réalisant ce qui se passait. Et Massie, cette idiote, a continué la diffusion en direct pendant tout le temps. Ma cousine Zoé, qui est habituellement super silencieuse, a demandé directement à Massie, « Tu as laissé une fillette de 9 ans et un garçon de 6 ans seul pendant la nuit ?» Plusieurs fois. Massie a commencé à pleurer à chaudes larmes. Faux au possible. Oh mon Dieu, pourquoi tout le monde m'attaque? Ils allaient bien. Tyler était là. Matt est juste contrôlant parce qu'il est jaloux que je fasse enfin quelque chose de ma vie au lieu d'être ennuyeux. Tu as volé la veste d'une enfant, a dit un cousin d'un ton sec. Pour des photos Instagram. Je ne l'ai pas volée, a crié Massie. Je l'ai empruntée. Elle m'allait mieux de toute façon.
Clara ne se soucie même pas de la mode. L'oncle Dave, qui est pédiatre, s'est levé et a dit, c'est de la mise en danger d'enfants. Purement et simplement. Si un patient me racontait cette histoire, je serais légalement obligé de la signaler. Oh, s'il te plaît, a roulé des yeux Massy. Ce ne sont pas des bébés. Quand j'avais 9 ans, j'étais beaucoup plus mature que Clara. À partir de là, ce fut le chaos total. Zoé m'a raconté le reste. Certaines personnes sont parties en trombe, d'autres ont pris parti. Principalement les parents plus âgés qui croient encore que la famille, c'est la famille, quoi qu'il arrive se sont rangés du côté de mon père, tandis que les plus jeunes et ceux qui avaient des enfants étaient fermement de mon côté. Ce n'était pas une division nette, environ moitié-moitié. Mais suffisamment de gens ont vu clair dans leur jeu pour qu'ils ne puissent plus simplement mettre ça sous le tapis. Heureusement, Massy a oublié d'arrêter l'enregistrement quand elle est montée en trombe. La diffusion en direct l'a surprise en train de redescendre avec des brassées de vêtements de Clara qu'elle avait empruntés et la boîte à bijoux de ma mère que je cherchais depuis le déménagement. Elle a essayé de sortir avec tout ça jusqu'à ce que Dave bloque la porte. Ce ne sont pas les tiens, a-t-il dit. Si, ce sont les miens, a-t-elle crié. Je les mérite. J'ai été coincé dans cette stupide maison pendant que Matt a son propre appartement et fait ce qu'il veut. C'est là que Zoé a lâché la bombe. C'est la maison de Matt. Elle lui appartient. La pièce est redevenue silencieuse. Plusieurs parents se sont tournés vers mon père et Karen. C'est vrai, a demandé l'oncle Rob. Mon père est devenu rouge. C'est compliqué, a-t-il marmonné. Ce n'est pas compliqué, a poursuivi Zoé. Matt a acheté cette maison de la succession de sa mère. Vous vivez ici parce qu'il vous le permet. Les regarder se débattre pour expliquer la vérité. Ça a tout scellé. Il n'y avait rien à réparer. Aucune discussion, aucun texto, aucune culpabilisation ne pouvait défaire ce qu'ils avaient montré au monde entier. Au moment où la diffusion en direct s'est terminée, le dîner était complètement fichu. La moitié de la famille était partie tôt. Ceux qui sont restés l'ont fait par politesse, pas parce qu'ils étaient du côté de mon père. Et pendant tout ce temps, les 2000 abonnés de Massy ont regardé toute la débâcle en temps réel. Les commentaires étaient brutaux. Le lendemain matin, mon téléphone a de nouveau explosé. Des appels de Massy, des textos de Karen, des messages vocaux en colère de mon père. Je n'ai répondu à aucun, mais j'ai lu le texto de Massy. Merci d'avoir ruiné mon contenu de Pâques. J'avais un partenariat de marque en attente qui nécessitait des images de famille. Tu me dois 3000 $ pour perte de revenus. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Le putain de culot de ces gens. Puis j'ai fait l'erreur d'écouter un des messages vocaux de mon père et soudain tout est devenu clair. Alors c'est ta vengeance, hein, a-t-il craché. Tu m'as toujours envié de rester dans cette maison. Ne fais pas comme si tu l'avais acheté pour aider. Tu voulais juste le contrôle. Tu ne m'as jamais respecté. Tu n'as jamais respecté Karen. Tu attendais un moment comme celui-ci pour me le jeter à la figure comme un petit morveux avec un complexe de supériorité. J'ai construit cette maison. Tu as juste signé des papiers. Tu n'es rien et tu resteras rien. Et si tu penses que tu vas nous mettre à la porte, tu ferais mieux d'être prêt pour ce que ça signifie. Ah, voilà. Toutes ces années d'agressivité passive, tout ce ressentiment qui couvait et qui finalement éclatait au grand jour. Il ne m'a pas dit merci de subventionner sa vie. Il n'a pas demandé pourquoi ses petits-enfants avaient été laissés malades et négligés. Non. Juste de l'amertume pure et non filtrée parce que je possédais la maison et pas lui. Et dans son esprit, cela faisait de moi l'ennemi. Ce message vocal ne m'a pas mis en colère. Il a tout clarifié. Il ne me voyait pas comme un fils. Il me voyait comme une menace, comme un obstacle. Et il pensait que je ne riposterais pas. Au lieu de leur répondre, je me suis connecté à tous mes comptes et j'ai annulé chaque service, abonnement et avantage que je leur fournissais. Leur téléphone, internet, services de streaming, assurance, tout. J'ai tout coupé sans avertissement. Puis j'ai appelé mon avocat et je lui ai demandé ce que je devais faire pour les expulser légalement de ma maison. Il a dit que cela prendrait de 30 à 60 jours, selon les lois locales, mais que je pouvais commencer immédiatement. Je lui ai fait rédiger les papiers le jour même. Quand ils ont été prêts, je les ai livrés personnellement. Je suis arrivé à la maison à l'improviste. Mon père a ouvert la porte, et l'expression de son visage quand il m'a vu là avec une enveloppe inestimable.
Il pensait que j'étais là pour m'excuser. La façon dont son expression a changé quand je lui ai remis l'avis d'expulsion a presque fait que tout en valait la peine. Vous avez 60 jours, ai-je dit. Trouvez un autre endroit où vivre. Il a commencé à fulminer sur le fait que je ne pouvais pas faire ça, que c'était aussi sa maison, que j'étais cruel. Karen est arrivée en courant et a commencé à pleurer à chaudes larmes en lisant l'avis. Où sommes-nous censés aller, a-t-elle gémi. C'est notre maison. Non, ai-je dit, c'est ma maison dans laquelle je vous ai laissé vivre pour presque rien. Trouvez un appartement. Massy est apparu derrière eux, téléphone à la main, enregistrant de toute évidence. C'est du harcèlement, a-t-elle crié, en me pointant son téléphone au visage. Je documente tout ça. Mes abonnés verront quel genre de personne tu es vraiment. J'ai regardé directement dans sa caméra et j'ai dit calmement, tes abonnés ont déjà vu quel genre de personne tu es quand tu as diffusé en direct que tu méritais de voler une fillette de 9 ans. Son visage est devenu blanc. Elle n'avait pas réalisé que la diffusion en direct avait tout capté. Au fait, ai-je ajouté, j'ai annulé tous vos téléphones, Internet et l'assurance auto de Massy ce matin. Il vous reste environ, j'ai regardé ma montre, 2 heures de données avant que ça ne coupe. Profitez-en. Je n'ai pas argumenté davantage, j'ai juste dit, 60 jours, pas un de plus, et je suis parti. Les 2 semaines suivantes ont été un drame ininterrompu. Des textos et des appels de numéros aléatoires n'arrêtaient pas d'arriver. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas faire ça. Où sommes-nous censés aller? Ta mère aurait honte de toi. Nous paierons plus de loyer. Massy fait des crises de panique à cause de ça. J'ai été annulé en ligne à cause de toi. Mes abonnés m'envoient de la haine à cause de ce que tu as fait. J'ai bloqué chaque nouveau numéro, j'ai fait suivre tout leur courrier à une boîte postale et j'ai dit à mon avocat de tout gérer. Mon père a essayé d'organiser une intervention familiale par l'intermédiaire de l'oncle Dave, qui a poliment refusé de participer. Ce n'est pas Matt qui a besoin d'une intervention, a-t-il dit à mon père. Il protège ses enfants, ce qui est exactement ce qu'un bon père devrait faire. Ils ont essayé de faire en sorte que d'autres membres de la famille me parlent, mais cela a échoué de façon spectaculaire pour la plupart d'entre eux. L'oncle Rob a dit à mon père, tu as fait ton lit. Maintenant, couche-y-toi. Certains parents ont pris leur parti, disant que j'étais trop dur, surtout envers mon père. Mais la plupart de ceux qui comptaient comprenaient exactement pourquoi j'en avais fini avec leurs conneries. La sœur de mon père, tante Martha, s'est présentée à ma porte un après-midi, la Bible à la main. Matthew, ça a assez duré. Ton père est dévasté. Tu dois pardonner et oublier. La Bible dit. Est-ce que papa t'a dit qu'il avait traité mes enfants de stupides et dit que personne ne se souciait d'eux? A-t-il mentionné cette partie? Elle a hésité. Eh bien, il était contrarié. Ouais, j'étais contrarié aussi, quand ma sœur a abandonné mes enfants et qu'ils sont tombés malades. C'est drôle comme le fait que je sois contrarié n'excuse rien, mais le fait qu'il soit contrarié excuse tout. Mais c'est ton père. Et je suis le père de Clara et Jack. Quelle relation penses-tu qui compte le plus pour moi? Ça l'a fait taire assez rapidement. Elle est partie avec un commentaire sur le fait que je le regretterais un jour, mais je m'en fichais. Certains ponts doivent être brûlés. Karen a essayé une approche différente, se présentant à mon bureau à l'improviste, provoquant une scène dans le hall jusqu'à ce que la sécurité la fasse sortir. Elle a envoyé un courriel de groupe à toute ma famille élargie détaillant toutes les façons dont j'avais abandonné mon père depuis la mort de ma mère, omettant commodément le fait que j'avais payé ses factures pendant tout ce temps. Même quand ils ont finalement réalisé que j'étais sérieux, ils ne pouvaient toujours pas assumer leurs responsabilités. C'était toujours la faute de quelqu'un d'autre, toujours une excuse, toujours une raison pour laquelle ils étaient les vraies victimes. Ils sont partis en 45 jours. Ils ont trouvé un appartement de l'autre côté de la ville. J'ai fait changer les serrures le jour même de leur départ. J'ai traversé la maison saccagée qu'ils avaient laissée derrière eux et je n'ai ressenti que du soulagement. Cette maison qui avait été une source de tant de stress n'était plus qu'une maison. Ma maison. La cuisine ressemblait à un champ de bataille. Ils avaient pris tous les appareils électroménagers qu'ils avaient payés, narrateur, ce n'était pas le cas, laissant des trous béants où se trouvait autrefois le micro-ondes et le lave-vaisselle. Le jardin était jonché de meubles cassés et de déchets divers qu'ils n'avaient pas pris la peine d'emporter ou de jeter correctement. Debout là, à regarder le désordre qu'ils avaient fait de la maison que ma mère avait entretenue avec amour pendant des décennies, je me sentais étrangement en paix. C'était ce qu'ils étaient.
destructeurs, égoïstes, mesquins. Et maintenant, ils étaient partis. J'ai passé la semaine suivante à nettoyer, repeindre, réparer toutes les merdes qu'ils avaient cassées ou négligées. Je me suis débarrassé des meubles qui contenaient trop de mauvais souvenirs et je les remis à neuf. Les enfants et moi sommes allés faire les magasins pour de nouvelles choses, les laissant choisir les couleurs et les décorations pour leur nouvelle chambre. Jake voulait un thème sur l'espace. Clara a opté pour les papillons et les livres. Pour la première fois, cette maison allait nous refléter, pas les fantômes de mon passé. Les voisins se sont arrêtés, curieux de l'exode soudain de ma famille et de la frénésie de rénovation. La plupart ne savaient même pas que je possédais l'endroit. J'ai toujours pensé que c'était la maison de votre père, a dit Madame Wilson, en apportant un plat. Je n'ai jamais compris pourquoi un jeune homme aussi brillant que vous vivez dans ce minuscule appartement alors que votre sœur vivait ici sans payer de loyer. La nouvelle s'est vite répandue dans le quartier. Les gens ont commencé à partager des histoires sur le comportement arrogant de Massy, se garer en travers des allées, laisser son chien faire ses besoins sur les pelouses sans nettoyer, organiser des fêtes bruyantes en semaine. Il s'est avéré que ma famille avait aussi été d'horribles voisins. Les enfants et moi avons emménagé le mois suivant. Clara était ravie d'avoir une plus grande chambre. Jake était fou de joie avec le jardin. Pour la première fois depuis des années, je sentais que je pouvais respirer. Je n'ai eu de leurs nouvelles pendant près de 2 mois. Le silence était glorieux. Puis, un mardi après-midi, j'ai reçu un appel de l'oncle Rob. Matt, ton père est à l'hôpital. Crise cardiaque. C'est assez sérieux. Je ne savais pas quoi ressentir. Une partie de moi voulait dire, pas mon problème, et raccrocher. Mais une autre partie, celle qui se souvenait des parties de pêche quand j'avais l'âge de Jake, le père qui m'a appris à faire du vélo avant que tout ne parte en vrille, cette partie ressentait quelque chose. Est-ce qu'il va s'en sortir, ai-je demandé. Il pense que oui, mais c'était juste. Il demande à te voir. J'ai dit à Rob que j'y réfléchirais, j'ai raccroché et je suis resté assis là pendant un long moment à réfléchir. Je n'y suis pas allé ce jour-là ni le lendemain. Mais le 3e jour, après avoir déposé les enfants à l'école, je me suis retrouvé à conduire jusqu'à l'hôpital. Mon père avait l'air si petit dans ce lit d'hôpital. Des tubes partout, la peau d'une couleur grisâtre. Pendant une seconde, j'ai failli faire demi-tour et partir. Puis il a ouvert les yeux et m'a vu. Matt, a-t-il dit, la voix à peine un murmure. Je ne pensais pas que tu viendrais. Moi non plus, ai-je répondu. Nous sommes restés en silence pendant un moment. Puis, à notre grande surprise à tous les deux, il a dit, j'ai tout foiré. Avec toi, avec les enfants, avec tout. Je n'ai pas répondu. Je n'allais pas lui faciliter la tâche. Massy avait tort, a-t-il poursuivi. Ce qu'elle a fait, laisser les enfants, c'était mal. Et j'ai eu tort de la défendre. J'ai étudié son visage, cherchant la manipulation, l'angle, mais tout ce que je voyais, c'était un vieil homme confronté à sa propre mortalité. Karen est partie, a-t-il dit. Elle a pris la plupart de ce que nous avions. Elle ne supportait pas l'appartement après avoir eu la maison. Massy a emménagé avec son petit ami. Je la vois à peine maintenant. Laisse-moi deviner, ai-je dit. Le petit ami est un photographe qui l'aide dans sa carrière d'influenceuse. Il a eu un faible rire. Quelque chose comme ça. Il s'avère que sa communauté n'était pas aussi précieuse qu'elle le pensait. Le petit ami parle déjà de quelqu'un avec plus de portée, quoi que cela signifie. Je n'ai toujours pas dit grand-chose. Je ne demande rien, a-t-il dit. Ni le pardon, ni l'argent, ni de revenir. Juste, je voulais le dire avant de ne plus pouvoir le faire. J'ai hoché la tête, je me suis levé. Repose-toi, ai-je dit, et je suis sorti. Je n'ai pas ressenti la conclusion que j'attendais. Je n'ai pas ressenti la satisfaction ou la justification. Je me sentais juste, que c'était fini. Comme si la dernière page d'un livre de merde que j'avais été forcé de lire pendant des années avait enfin été tournée. Je ne suis pas retourné le voir, mais j'ai envoyé des fleurs quand il est sorti. Pas par obligation, juste parce que cela me semblait la bonne chose à faire. Quelques semaines après que mon père soit sorti de l'hôpital, je lui ai envoyé un message. Juste une ligne. Tu ne me dois rien. On est quitte. Le pardon ne signifie pas l'oubli, et il ne signifie certainement pas qu'il faille reconstruire les ponts brûlés. Mais j'avais déjà repris tout ce qui m'appartenait, la maison, ma paix,
ma dignité. Je n'avais plus besoin de vengeance. J'avais déjà gagné. Puis, comme une horloge, Massie a repris contact. Elle a dit qu'elle était entre deux contrats et qu'elle avait besoin d'aide pour payer son loyer. Elle a prétendu qu'elle était en train de manifester un nouveau départ et qu'elle avait juste besoin d'un petit coup de pouce. J'ai répondu, essaie de manifester un vrai travail. Puis j'ai bloqué son numéro et je suis passé à autre chose. Aussi simple que ça. Et oui, les enfants et moi allons bien. En fait, nous allons mieux que bien. La maison est à nous maintenant. La paix est à nous. Et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir aussi nous appartient.